C'est un pays à peine plus grand que la Corse. À l'est, la Syrie, au sud, Israël et à l'ouest, la mer Méditerranée. Aussi diverses que ces paysages, ces communautés religieuses façonnent la société. Au sein de ces groupes, les femmes sont plurielles et font vivre le Liban. Dans un pays où la question de leurs droits gagne du terrain, nous sommes partis à la rencontre de femmes musulmanes, chrétiennes, druzes, athées, étudiantes, qui assument des responsabilités au travail, entreprenantes, engagées, piliers de la famille, passionnées, des femmes fières. Fières d'être une femme libanaise. Je m'appelle Christine Babikian Assaf, je suis la doyenne de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Saint-Joseph de Beyrouth qui compte 13 facultés. Je suis doyenne je termine mon second mandat parce que je ne brigue pas un troisième mandat. Je suis historienne, je suis professeure et ma spécialité c'est l'Empire ottoman, le Moyen-Orient, l'histoire des Arméniens, mais aussi la colonisation et la décolonisation. Femmes du Cèdre. Un podcast de Maëlan Loaek et Pauline Weiss. Épisode 3, Christine. C'est ma 8e année à la tête de cette faculté, qui est une grande faculté qui comprend 6 départements. Donc c'est presque comme gérer 6 facultés. Voilà. D'abord, j'ai fait mes études pour des raisons personnelles. J'ai dû me retrouver en France pendant 3 ans. Et alors que je ne comptais pas, que je comptais m'inscrire faire une carrière, disons, dans la pharmacie ou la médecine, pour des raisons très pratiques. J'ai passé une année à la Sorbonne, donc j'ai étudié l'histoire et ça m'a passionnée et j'ai continué dans ce domaine. Donc j'ai fait ma licence à la Sorbonne, ma maîtrise aussi, je suis rentrée au Liban. Bon, entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, donc j'ai un peu suspendu tout ça. J'ai enseigné quelques années dans une école. C'est dans son bureau, situé au premier étage de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Saint-Joseph, rue de Damas à Beyrouth, que nous avons rencontré Christine Babikian Assaf. Fondée en 1875 par les pères jésuites, l'université a la particularité d'être un établissement d'enseignement supérieur francophone. La majorité des cours sont donc donnés en français, favorisant la venue d'un grand nombre d'étudiants étrangers en échange, des Français donc, mais aussi des Européens. Et puis après, donc j'ai repris. J'ai fait mon DEA et mon doctorat à l'USJ et j'ai commencé à enseigner. J'ai été rapidement chef du département d'histoire pendant 9 ans, donc 3 mandats. Puis on m'a nommée à la tête de l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société, donc j'ai passé 2 ans. Et puis donc l'ancien doyen arrivait au terme de ces 3 mandats. Il fallait élire un successeur et je semblais être la bonne personne. Donc il y a ensuite une élection, mais en fait le recteur n'avait proposé que mon nom à moi, donc j'étais la seule et bon, j'ai été élue à l'unanimité, voilà. Donc c'est une faculté que je connaissais bien. Oui, j'avais envie d'être doyenne parce que je sentais qu'il y avait des choses à faire, à développer à la faculté. Vous arrivez là au terme de votre second mandat de doyenne. Quelles sont vos réussites et vos regrets peut-être aussi ? Alors écoutez, vous savez que ce n'est pas une promenade d'être doyen d'une faculté des lettres et des sciences humaines parce qu'aujourd'hui on a des contraintes financières, parce que le recrutement, les effectifs des étudiants ne sont pas aussi importants en sciences humaines que dans les autres facultés. Donc c'est un défi de tous les jours. D'ailleurs, dans notre faculté, c'est actuellement le département de psychologie qui compte le plus grand nombre d'étudiants et il semble que ce soit une tendance internationale. Donc malgré ça, je suis très contente. Je pense avoir fait plusieurs choses. Avoir un peu changé l'image des sciences humaines, des débouchés en sciences humaines, montrer que même si l'enseignement est d'après moi un des métiers les plus agréables et les plus utiles, enfin tous les métiers sont utiles à la société et en tout cas c'est un métier extrêmement gratifiant, mais que si tout le monde n'a pas envie de devenir enseignant, il y avait d'autres débouchés pour les sciences humaines. Donc j'ai beaucoup travaillé. Après, j'ai essayé de développer, évidemment pas seul, n'est-ce pas, parce que les chefs de département jouent un rôle très important, donc de nouvelles formations. J'ai fait pas mal d'accords internationaux, dont avec le CELSA, donc des accords de double diplomation.
mais aussi avec l'Institut catholique de Paris, donc une ouverture sur l'international. Je n'ai pas l'habitude de penser à mes acquis, de faire la liste. Il faudrait que je fasse quand même le bilan. Je le fais chaque année, on fait un rapport annuel qu'on envoie au recteur, mais je pense que c'est surtout ça, c'est-à-dire en collaboration avec les autres chefs de département, dans un esprit d'équipe. Mais vous savez, un doyen, c'est un peu comme un chef d'orchestre, donc il doit faire la coordination. Pourquoi vous ne voulez pas briguer un 3e mandat? D'abord, je trouve qu'il faut laisser la place aux autres. 12 ans, c'est très long, ça fait déjà 8 ans. On ne peut pas faire attendre d'autres personnes qui attendent leur tour. Et puis, certainement qu'on n'a plus le même dynamisme dans un poste au bout de 8 ans. Il faut toujours du sang nouveau, il faut une personne nouvelle qui ait de nouveaux projets. Un mandat, c'est peu parce que vous arrivez avec beaucoup de projets à réaliser, donc vous avez besoin d'un 2e mandat, mais après, c'est fini, il faut laisser la place aux autres. On a l'impression que dans la société libanaise, il y a un peu une forme de réticence à accorder une légitimité, en tout cas égale aux sciences humaines, à l'histoire, la littérature, par rapport aux sciences de l'ingénieur, au droit. Comment vous l'expliquez et vous, vous, en tant qu'historienne passionnée, quelle position vous avez? C'est vrai que, par exemple, durant la période de l'entre-deux-guerres, n'est-ce pas, entre 2 guerres mondiales, la figure de l'enseignant était une figure respectée. Mais les professions libérales qui font gagner beaucoup d'argent, comme le droit, le génie et la médecine, plus quand même, il faut dire que nous vivons dans des sociétés très, souvent malheureusement, je vais dire superficielles et matérialistes, et où les apparences comptent beaucoup. Je ne veux pas du tout généraliser parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais vous avez pas mal de personnes qui s'endettent, par exemple, pour s'acheter une jolie voiture. Bon, c'est-à-dire les apparences comptent énormément, l'argent compte, et je pense surtout aujourd'hui, et je pense que ça, c'est le facteur le plus important dans le monde, c'est que le coût des études universitaires fait que il y a un retour sur investissement, entre guillemets, que les parents attendent, et qui ne leur semble pas assez conséquent en comparaison de ce qu'on touche, par exemple, quand on a étudié des sciences humaines ou pas. Mais, comme je le dis, en étudiant les sciences humaines, vous avez une polyvalence qui est très importante aujourd'hui parce que, comme nous le savons, avec les développements technologiques, il y a beaucoup de métiers super spécialisés qui risquent de disparaître. Bien sûr, un humaniste ne pourra jamais pratiquer la médecine ou bien construire un immeuble, mais certainement qu'il est prêt à affronter beaucoup de situations, il a une souplesse pour plusieurs métiers, que non pas des gens qui ont étudié de la pure comptabilité ou autre de ce genre. Comment c'est d'être une doyenne? En tant que femme, vous avez ressenti certaines discriminations? Je suis dans cette université, disons, j'enseigne depuis 1996. Ça ne me rajeunit pas beaucoup, mais je dois dire que je n'ai jamais senti de discrimination, jamais. Ni au plan des femmes, ni au plan des classes sociales, du tout. Et ça, vraiment, je suis très reconnaissante au Père jésuite. Pas un moment je n'ai senti que parce qu'une personne était une femme, elle n'avait pas les mêmes chances qu'un homme. Et en général, c'était comment de grandir en tant que fille au Liban? Quand vous étiez petite, comment c'était? Est-ce que vous venez de Beyrouth d'ailleurs ou de la campagne? Alors écoutez, moi je suis d'origine arménienne. Donc mon grand-père a survécu au génocide des Arméniens. Il a eu plus de chance que ceux qui sont arrivés complètement dépouillés parce qu'il avait beaucoup de biens, il avait obtenu certains dédommagements, enfin un minimum qui lui a permis de ne pas vivre dans un bidonville et dans les camps de réfugiés, mais de s'installer. Et comme c'était un entrepreneur et un avocat, donc il a ouvert une usine de savon et ça lui a permis, si vous voulez, d'éduquer, de donner une éducation universitaire à ses enfants, dont mon père. Bon. Moi, nous sommes 5 filles à la maison. Nous étions 5 sœurs, nous sommes 5 sœurs, pas de garçons. Mon père était un homme très avant-gardiste qui nous a toujours traités comme si on était
aucune différence filles et garçons. D'ailleurs, je suis par exemple contre la journée de la femme. Je trouve que c'est une façon de stigmatiser la femme. Je ne comprends pas pourquoi il faut une journée de la femme. La femme, c'est comme un homme, elle fait... Non, disons, la femme et l'homme sont différents. Certainement, j'ai réalisé ça parce que j'ai eu 3 garçons. Et que même si je suis pour l'égalité homme-femme, biologiquement, physiquement, les hormones, la constitution, c'est autrement. Mais ce n'est pas une raison pour traiter les femmes différemment des hommes. Et je n'ai pas eu dans ma vie du tout affaire à la discrimination, sauf dans ma vie personnelle parce que j'ai divorcé. Et c'est là où je me suis heurtée au Liban à des lois très injustes vis-à-vis de la femme dans le statut personnel. Voilà, c'est le seul moment. Donc vivre au Liban, fille ou garçon, c'est, je pense, enfin, dans mon cas, je n'ai rien senti. Il semble qu'ailleurs, quand il y a des frères, ils sont favorisés par rapport aux filles, mais je ne peux pas généraliser non plus. Est-ce qu'il vous semble que dans la société libanaise, notamment autour de la question des femmes, il y a encore des tabous, des choses qu'on n'ose pas dire ou des sujets qu'on n'ose pas amener? Par exemple, la question de la virginité pour arriver au mariage, qui je pense ne se pose pas du tout en Europe, et je pensais n'existait pas au Liban, existe dans certaines catégories, enfin dans certains milieux libanais. Donc, est-ce qu'il y a des tabous? Ça dépend des milieux. Ça dépend, est-ce que vous êtes dans un village, est-ce que vous êtes dans une ville? Vraiment, moi, autour de moi, non, il n'y a pas de tabou. Mais encore une fois, je ne peux pas généraliser parce que, donc, vous me demandez d'où je suis. Quelque part, je suis de nulle part. J'ai grandi à Beyrouth et je suis de Beyrouth finalement. Mais certainement que si je vais comparer à une femme qui vit dans un village, je ne parle pas de religion, chrétien, musulman, etc. Je pense que dans tous les villages, c'est un peu comme ça. Peut-être que oui, il y a des tabous concernant les filles. Dès le 18 octobre, au lendemain des premières manifestations, lançant les protestations toujours en cours au Liban, l'université Saint-Joseph a fermé ses portes comme la majorité des établissements scolaires du pays. 5 jours plus tard, le recteur a décidé de suspendre les cours jusqu'à nouvel ordre. Après quasiment un mois, le semestre a repris, ponctué de fréquentes interruptions selon l'ampleur des manifestations et des blocages de routes quotidiens. En 2015, il y a eu la crise des déchets. Les déchets se sont amoncelés dans la rue. Il y a eu une manifestation, j'étais la seule de toutes mes connaissances à descendre manifester. Et quand mes amis m'ont dit « Pourquoi tu es descendu manifester ?» J'ai dit « Parce qu'on ne peut plus baisser la tête et ne pas se révolter contre ce qui se passe. » Bon, le mouvement avait un peu grandi, mais il a été cassé. Ils ont résolu partiellement, évidemment, comme d'habitude, la crise et c'est passé. Ça fait, en tout cas, personnellement, depuis 2005, 15 ans que j'attends ce moment qui arrive aujourd'hui. Parce que le Libanais ne peut plus se faire avoir, se faire insulter son intelligence par les scandales, la corruption, le vol. Vous payez vos impôts, vous ne savez pas où ils vont. En tout cas, ils ne vont sûrement pas pour soulager la misère de ceux qui en ont besoin et ils vont certainement enrichir des politiciens corrompus. Donc, je suis ravie, c'est mon rêve qui se réalise, que les gens descendent dans la rue et disent « c'est fini, on n'admet plus ce qui se passe au Liban ». Avec tous les risques de récupération, etc., mais c'est pas grave. Je suis descendue tous les jours manifester. Je n'en ai pas honte. C'était difficile parce que même moi, je ne savais pas quelle décision allait être prise au niveau du rectorat. Et comme vous le savez, parfois, il fallait attendre qu'il soit 11h du soir pour qu'on sache que le lendemain, il y avait ou pas suspension des cours. Mais lorsque les cours ont repris, donc la première fois où on a repris les cours, j'ai convoqué les délégués académiques qui étaient très inquiets pour la suite, etc. Et je vous dis une chose que j'avais dit en 2015 lors de la crise des déchets. J'avais dit à des étudiants, descendez manifester, toutes les révolutions, ce sont les jeunes qui les font. Vous n'avez pas assez de choses, enfin de courage. C'est pas un doyen de dire à ces étudiants de manifester. Et donc là, quand les délégués académiques sont arrivés et qu'ils ont commencé à dire qu'ils étaient un peu inquiets pour leur semestre, je leur ai répondu la chose suivante. C'est que d'abord, quelques jours de cours en moins par rapport à l'avenir du pays, ce n'était pas grave. Que moi-même, j'étais une enfant de la guerre,
C'est-à-dire, moi, quand la guerre a commencé au Liban, j'étais en classe de seconde. Et je leur ai dit que moi et les autres chefs de département, on a eu des années incomplètes pendant la guerre, mais regardez, ça ne nous a pas empêchés d'arriver là où nous sommes. Et que donc, il fallait relativiser. Et qu'on allait trouver toutes les solutions pour leur faire gagner le semestre. Quitte à faire des heures de rattrapage, quitte à retarder les examens à janvier. Je leur ai dit, il y aura 1000 solutions, mais je leur ai dit, l'important maintenant, c'est que vous soyez dans la rue et pas ici, parce que c'est l'avenir du pays dont il est question. Tout de suite, le recteur a pris position en disant que les manifestants avaient leur raison et qu'il fallait écouter les manifestants. Donc, il nous a demandé de ne pas prendre en compte les absences. Autrement dit, l'étudiant qui ne veut pas venir et qui veut être en train de manifester ne doit pas être puni ou sanctionné. On a dû prendre des décisions dans 2 cas de figure. On a perdu 4 semaines, mais on peut tout rattraper. Et 2, si ça ferme encore 4 semaines, comment faire? Et là, on a dû étudier les possibilités de faire des cours par Skype, de donner des travaux à lire aux étudiants, d'assurer une permanence. Enfin, c'était très compliqué. Et puis, pour notre chance, enfin, on a pu donner des cours. Et là, on a pu sauver le semestre. Avec toutes les fonctions que vous n'avez pas hésité un seul moment à vous engager. Il n'y a pas un peu une pression ou une espèce de censure qui aurait pu tourner autour de vous? Ça aussi, dans une université jésuite, les jésuites respectent la liberté. Une faculté de lettres et de sciences humaines, c'est d'abord, comme j'essaie d'expliquer aux étudiants, la liberté de penser. Donc, bien sûr, mais j'insiste que ce soit dans le respect. D'accord? C'est-à-dire, moi, je ne me permets pas, que je sois doyenne ou pas, de mettre des posts sur Facebook qui sont calomnieux, injurieux. Enfin, il y a une façon quand même d'écrire. Il y a aussi une chose que je ne me permets pas, c'est par exemple d'être interviewé à la télé. Pendant les manifestations, vous voyez, souvent on interviewe les manifestants. Je ne me permets pas de parler à la télé parce que j'ai ma fonction de doyen. Et je dois quand même vous dire une chose, c'est que je ne vous ai pas parlé de ça, mais lorsque le recteur a décidé de reprendre les cours, j'étais contre, parce que c'était un peu comme une normalisation alors que je ne voulais pas qu'il y ait ça. Et je lui ai envoyé un courrier où je lui ai dit que je me trouvais dans une position très inconfortable, parce que personnellement, je pensais qu'il ne fallait pas ouvrir l'université jusqu'à ce que les demandes soient réalisées, et que j'étais prête à faire un appel à la grève ou à répondre à des appels à la grève, mais que, étant doyenne, étant responsable, je ne pouvais pas me permettre ni de faire appel à la grève, ni à la fermeture, et que je devais me conformer, voilà. Mais je l'avais conjuré de répondre à ce souhait des Libanais, après tant d'années. Et en tant qu'historienne, pensez-vous qu'on puisse parler d'une révolution ? Regardez, en fait, souvent on parle a posteriori d'une révolution parce qu'elle a pu modifier les choses. Certainement, je vais parler d'une révolution. Certainement, à mes yeux, il me semble qu'il y a des choses qui vont complètement être modifiées. Les scandales, les grosses affaires de corruption ne pourront plus passer. Il y en aura toujours, mais pas dans les proportions où elles étaient. 2, il y a eu une chute des barrières confessionnelles qui avait été vraiment renforcée même après la guerre civile. Aujourd'hui, il y a une solidarité transcommunautaire, des échanges. Il y a la chute de stéréotypes. Vous savez, pour beaucoup de gens qui n'allaient pas à Tripoli, Tripoli était la ville de Daesh et compagnie. Donc,
moi je connaissais, mais ceux qui ne connaissaient pas découvrent ce qu'était vraiment Tripoli. Je pense aussi que au plan de la structure de l'économie libanaise, la faire passer d'une économie de rente à une économie productive. La dernière chose, je suis convaincue, j'espère que j'aurai raison, que cette Saoura va aussi permettre de faire admettre le statut civil au Liban en ce qui concerne le statut personnel. Et que si ce n'est pas un statut imposé à tous et obligatoire, au moins qu'il soit optionnel et que le jeune qui, tout en voulant se marier à l'église parce qu'il est croyant, pratiquant, catholique ou chez le cheikh, ait le droit de se marier civilement au Liban. Et je pense que c'est une chose qui encouragera beaucoup les mariages mixtes et que tout le monde doit être soumis au même statut personnel concernant le divorce, etc. Et ceci, évidemment, vous le savez, n'a pas fonctionné parce qu'il y a des résistances du côté des chefs des communautés religieuses. Et je pense que ce qui est en train de se passer dernièrement est en train aussi de casser un peu ces chefs de communauté. Vous avez l'air d'avoir vraiment une grande confiance en la jeunesse et de grands espoirs pour la jeunesse. Je vais vous répondre maintenant en tant qu'historien. Je vous ai expliqué qu'au lendemain de la Première Guerre, le cadre mental des équipes européennes au pouvoir était le cadre de l'impérialisme et qu'elles n'avaient pas senti l'air du temps qui n'était plus à l'impérialisme. Aujourd'hui, le cadre mental des Libanais qui sont d'une autre génération qui a vécu la guerre et toujours cette lecture confessionnelle et ce danger de guerre civile, ils n'ont pas senti l'air du temps, ils n'ont pas senti qu'il y a toute une jeunesse qui veut abolir le confessionnalisme, mais bon, on sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que tout le monde n'est pas pour l'abolition du confessionnalisme politique, parce que ça, c'est une autre question. Mais il y a quelque chose qui a changé au Liban, je suis très confiante. Je pense que vous avez constaté qu'il y a des ressources extraordinaires de jeunes, de créativité, de solidarité, d'entraide, des ressources artistiques, de mobilisation, de communication. Le Liban a une très grande chance, ce sont tous les immigrés libanais dont le nombre est estimé à 10 à 14 millions de personnes d'origine libanaise. C'est une énorme richesse, ça a toujours été une énorme richesse pour le Liban. Donc non, je ne suis pas pessimiste. Et d'où vous vient cette empathie que vous avez avec la jeunesse ou cette capacité à comprendre ses ambitions, ses aspirations, et d'où vous vient peut-être plus simplement votre proximité avec les jeunes et votre volonté d'enseigner, j'imagine? Écoutez, d'abord, moi, je suis une personne assez empathique. C'est pas facile à vivre parce que je suis avec la douleur, je souffre avec ceux qui ont mal et tout ça. Ensuite, vous verrez, quand vous aurez mon âge, on reste toujours jeune dans sa tête. Troisièmement, quand on est au contact des étudiants, c'est comme ça. Quatrièmement, j'ai des enfants. Donc voilà. Et cinquièmement, j'aime les gens. Je ne leur veux que du bien, je leur souhaite que du bien. Donc j'aime enseigner, c'est ma passion, j'aime transmettre, j'aime apporter quelque chose, j'aime aider les personnes. Je peux dire qu'en tant que doyenne, ma porte a été toujours ouverte à tout le monde. Vraiment. 24 heures sur 24, à moins d'être en réunion ou en cours, on n'a jamais eu à prendre des rendez-vous à l'avance avec moi. Et ça me fait plaisir quand quelqu'un réussit et que j'ai pu un peu contribuer. Voilà.